Vous êtes sur le M, le podcast de lemultimédia.info. Florent Ferrara, vous avez 29 ans, vous avez étudié les sciences du sport à l'université de Fribourg et vous êtes aujourd'hui fier de rendre à des dizaines et des dizaines d'étudiants tout ce que vous avez appris au long des 5 années passées sur les bancs de l'université. Il y a 3 ans, après avoir participé à seulement 2 triathlons, vous avez décidé de tenter un pari un peu fou, celui de vous inscrire à un Ironman. C'était à Zurich et ça s'est plutôt bien passé. Alors, vous avez décidé d'en refaire d'autres, à Tallinn, à Majorque ou encore chez nous, à Rapperswil ou à Thun. Et là, coup de tonnerre, vous vous êtes qualifié pour les championnats du monde à Hawaï. Vous passez alors de longs mois à vous entraîner, à faire attention à votre alimentation et aussi un peu à vous faire peur. Comme cette chute lors d'un triathlon à Yverdon qui aurait pu vous coûter un bras en écharpe et votre voyage dans le fin fond du Pacifique. Bref, si vous êtes à notre micro aujourd'hui, c'est que vous avez pu vous rendre à Hawaï et que vos championnats se sont bien passés. Vous terminez 15e et même 2e Suisse au classement final. Alors, rassasié ? On est rassasié après un Ironman. On est rassasié. C'est-à-dire on a envie d'en faire quand même. On en veut toujours un peu plus. Il y a une forme d'adrénaline quand on fait ce genre de sport, que pour moi c'est un sport extrême, un Ironman. Je rappelle, c'est un Ironman 140.6, c'est 3,68 km de natation, 180,2 précis de vélo, et puis un marathon, donc c'est 42,195 km. Après tout ça, on imagine qu'on en ressort lessivé. Combien de temps de récupération après Hawaï ? Alors, musculairement, donc physiquement parlant, 4-5 jours après, ça dépend beaucoup de notre charge d'entraînement. Mais oui, 3-4 jours musculairement. Après, mentalement, c'est vrai que ça a un impact plus mental que physique, je dirais. Donc mentalement, un peu plus long. C'est quand même conséquent, on ne fait pas juste une course de 5 km, donc non. C'est quand même un temps de récupération assez important. Quand on parle de rassasié, c'est-à-dire que dans ces moments-là, ces moments de récupération, est-ce qu'on fait du sport ? Est-ce qu'on a envie de faire du sport ? Ou est-ce que vraiment on a besoin d'être au calme et de ne plus entendre parler d'efforts physiques ? Directement après, je dirais personnellement, après l'expérience d'Hawaï, j'ai eu besoin d'une pause. Vraiment, j'ai fait vraiment la course était le 6 octobre, j'ai fait le mois d'octobre vraiment off. On s'entend, c'est vrai qu'une petite course par-ci par-là et puis un petit vélo par-ci par-là. Il y a des footings de mise en jambe. Exactement. Voilà, ouais. C'est pas zéro sport, 0-0, mais c'est vrai qu'il y a très très peu de charge contrairement au reste de l'année. Bon, alors début octobre, tu es parti à Hawaï, tu savais que tu étais qualifié pour les championnats du monde. On va revenir brièvement sur cette qualification. On sait que tu as fait, je ne sais plus combien d'Ironman, 4. Je suis qualifié au 2e Ironman à Tallinn en 2021. Dû au Covid, le championnat du monde s'est repoussé d'une année. Ouais. Du coup, j'ai pu faire Majorque et Thun en préparation de Hawaï cette année. Alors justement, sur ça, c'est intéressant parce que quand tu t'es qualifié à Tallinn, tu disais que tu n'avais pas forcément atteint ton objectif de chrono, que tu étais déçu même pour le résultat, la place. Tu avais terminé 7e. Les slots de qualification pour chaque Ironman, c'est 5 premiers. Tu as terminé 7e, mais dans ces 5 premiers, si je suis... Alors, c'est pas forcément les 5 premiers, ça dépend du nombre d'athlètes et déjà de la qualifié. Répartition. Donc toi, tu étais 7e, donc techniquement... Techniquement, je n'étais pas qualifié. Tu n'étais pas qualifié, mais Exactement. il y avait 2 personnes avant toi qui étaient déjà qualifiées grâce à notre Ironman. Exactement. Donc ils ont décalé les places de qualification. Donc tu étais qualifié. Par contre, à ce moment-là, j'ai l'impression que de ce que tu m'avais dit en off, qu'il y avait une sorte de syndrome d'imposteur. Tu te demandais, est-ce que vraiment je le méritais ? C'est ça ? Voilà, exactement, parce que c'est vrai qu'à Tallinn, tout ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Il y a eu des faits de course, des erreurs de ma part qui m'ont un peu déçu. Le chrono n'était pas celui auquel je m'y attendais. Du coup, quand j'ai reçu la qualification, je me suis dit, ok, est-ce que je la mérite réellement cette qualification ? À moi de le prouver ou pas. Voilà. Donc ça donnait une motivation quand même. Ouais, complètement. Quelque chose à Hawaï, je me suis dit, ouais. Je me suis clairement dit, maintenant prouve que tu as ta place ici et puis que tu peux faire quelque chose de sympathique. Alors tu parles de fait de course, moi je trouve ça intéressant. Tu as déraillé une fois, t'avais besoin d'aller aux toilettes par exemple, t'avais perdu le groupe de tête sur le vélo, donc quelque chose qui par exemple en termes de course, perd finalement ce fil qui est très important. Tu perds tes gourdes une fois, tout ça c'est des faits de course qui finalement impactent ta course ou pas du tout ?
Alors, après, je ne cherche aucune excuse, on est bien d'accord. Mais dans chaque Ironman, il y a ce genre de choses qui arrivent. Mais c'est vrai que, alors, avec le temps, j'ai quand même appris que sur chaque Ironman, sur des courses aussi longues, il y a forcément des imprévus après 1 heure ou après 8 heures ou après 4 heures, etc. Et à chaque fois, des imprévus auxquels il faut faire face et puis auxquels il faut être prêt. Tu as fait donc l'Ironman à Majorque. C'était ton 3e, c'est juste ? Oui, exactement. Donc tu étais déjà qualifié. J'étais déjà qualifié. Et à ce niveau-là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui peut encore être perfectible dans ta course, notamment. Tu es allé voir, suite à cet Ironman-là, Volodalen, qui est situé à Aigle. Oui. Et tu as finalement parlé de ta technique de course. Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, qu'est-ce qui a changé à ce niveau-là ? À quel moment tu te rendais compte que ta technique de course n'était pas encore parfaite ? J'ai jamais réussi vraiment à être... à atteindre un niveau, un très bon niveau sur la partie course à pied sur Ironman. Pourtant, c'est ta spécialité. Pourtant, c'est ma spécialité. Voilà. Dire. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que j'en mets trop à vélo ? Est-ce que je cours faux ? Etc. Du coup, j'ai décidé de prendre les choses en main et d'aller voir justement ce spécialiste Volodalen. Il m'a fait plusieurs analyses, très intéressantes d'ailleurs. Et on est arrivé à la conclusion que c'est l'économie de course, l'économie de course qui était améliorée. De ceux qui couraient avec toi dans les Ironman, tu disais ces gars-là, ils ne savent pas courir, mais ils courent plus vite que moi. Alors c'est vrai qu'avec un peu un goût amer dans la bouche, on sait que on court bien hors triathlon, on court peut-être mieux que ces gens-là. Et puis, on n'arrive pas à faire valoir nos capacités sur Ironman. Et puis, c'est un peu frustrant. Alors, ça, c'est peut-être sur le coup de la colère que je l'ai dit. Je n'irai pas jusqu'à le dire non, maintenant. C'est pas une critique vers des autres, mais voilà, enfin, c'est une remarque que je te faisais à toi. Mais c'est vrai que mon niveau en course à pied ne reflétait pas les chronos que je faisais sur Ironman. Et voilà. Si je me trompe pas, Volodalen t'a dit que tu étais plus un coureur de piste que de route. Oui. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a quand même, alors, tu fais beaucoup de rebonds, dans l'économie course, c'était pas parfait. Ouais, alors pour l'instant, selon lui, je suis plus un coureur de courte distance entre guillemets pour aller vite, plutôt qu'un économe. Donc, c'est vrai que sur Ironman, c'est pas trop le bon truc. Ouais. Donc c'est 9h10 où vraiment on est dans la pensée de l'économie de son corps, de mesurer l'effort qu'on donne à chaque étape. On commence par la natation évidemment, ensuite le vélo, ensuite le marathon. Donc en fait, faire un marathon après avoir déjà passé 6 heures d'intense effort, ça décale finalement tout ce qu'on peut imaginer. J'imagine un marathonien qui a l'habitude de faire des marathons serait peut-être perdu à ce niveau-là parce qu'il tous ses plans, tous ces plans techniques, mentaux qu'il pourrait avoir, il saute à ce niveau-là. C'est vrai que sur un marathon sec, on peut encore parler de rapidité entre guillemets parce que ça reste un effort entre 2h30 et 2h45 et du coup c'est un effort assez court. Donc ça veut dire en marathon par exemple on parlait du mur de 30 km, après 30 km on a peut-être ce moment où on est un peu plus faible, où il faut se remettre sur pied. Ouais, alors c'est clair que sur Ironman c'est pas la même chose. C'est un peu différent effectivement. Donc ce mur là on le rencontre aussi peut-être au 20e après tous les efforts précédents. On le rencontre aussi, mais après c'est vrai que ce qui change beaucoup c'est l'intensité. On va pas être sur la même intensité au niveau du marathon sec et au niveau du marathon sur Ironman. Donc l'intensité change beaucoup et nous permet de rencontrer ce mur moins brutalement. Ouais. Juste avant Hawaï, tu étais voir une nutritionniste. Un nutritionniste ou une nutritionniste, bon, c'est un monsieur, pour la première fois de ta vie. Ça c'est intéressant parce que quand on essaie d'avoir les meilleurs résultats possibles dans ce genre de compétition, d'ailleurs tu fais partie d'un des meilleurs, 15e voire 2e Suisse sur ta catégorie, donc c'est pas rien. On a toujours l'impression que ces gens-là sont suivis nutritionnellement H24. Toi, c'était avant Hawaï. Alors, depuis toujours, je suis hyper perfectionniste et hyper intransigeant avec moi-même au niveau de l'entraînement, au niveau de l'hygiène de vie. Par contre, c'est vrai que la nutrition, pour moi, avec des efforts comme l'Ironman, avec des entraînements tels qu'on fait pour un Ironman, la nutrition passait en second plan en me disant, voilà, je vais pas me priver de tout, sinon ça va être compliqué mentalement.
Après, j'ai quand même décidé de prendre un nutritionniste là les 3 mois avant, non, c'est pas vrai, les 2 mois avant Hawaï, pour essayer d'optimiser un maximum ma performance. Ce qui a plus ou moins bien marché, et j'ai eu quelques conseils assez précieux au niveau des compléments alimentaires et aussi des repas de tous les jours, ce qui m'a permis d'optimiser la performance. C'est pas de la correction nutritionnelle, c'est de l'optimisation. C'est vraiment essayer d'améliorer là les points qui sont les plus faibles chez toi. On va parler d'Hawaï parce que je t'ai fait venir justement pour parler d'Hawaï. C'est ça qui m'intéresse. C'est la première fois que tu allais dans le Pacifique, c'est la première fois que tu allais aussi loin. Je crois qu'on peut même pas aller plus loin depuis la Suisse. Effectivement, 12 heures de décalage. 12 heures de décalage, c'est quand même extraordinaire. Quand tu arrives à Hawaï, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des vacances. Il y a un programme qui est défini. Moi, j'ai suivi à peu près toutes tes étapes quand tu es arrivé sur place. Je crois qu'il y a la parade des athlètes. Ça, c'est un moment assez fou, on en discutera. Il y a plein d'autres petites choses, la préparation de la zone de transition, on y va avant le jour de course, j'imagine. Je crois que c'est même un parc fermé, on peut pas y accéder. Donc c'est vraiment une préparation où chaque jour tu as quelque chose à faire. C'est clair que je suis arrivé une semaine avant la course, jour pour jour. Avec le décalage horaire et l'adaptation au niveau climatique, disons qu'il faudrait pas arriver plus tard, à mon avis. Et puis après, c'est vrai que le temps passe assez vite. On a 2-3 jours d'adaptation, enfin 3-4 jours d'adaptation. 2 jours avant, on doit aller déjà chercher nos dossards, faire notre inscription, enfin faire l'enregistrement, etc. Ouais. Le jour d'avant, on doit aller déposer le vélo, les sacs de transition. Et puis le matin même de la course, on peut aller faire des derniers petits réglages sur notre vélo, mais sinon on n'a plus rien le droit de toucher. Ouais. Du coup, voilà, c'est toute une organisation, un stress quand même. C'est vrai qu'au moment du moment que tu arrives jusqu'au départ de la course, tu es sans arrêt en train de penser à certaines choses, en train de penser, ok, j'ai rien oublié, j'ai mis mes sacs de transition, j'ai mis mes chaussures, j'ai mis mes chaussettes, j'ai mis ma nourriture, une des choses les plus importantes. Et puis c'est vrai que tu es constamment pris mentalement. Ouais. Justement, il y a ce moment où on devient très maniaque dans la zone de transition, on veut que tout soit à une place prédéfinie, parce que pour éviter de perdre le plus de temps aussi dans la zone de transition. Voilà, pour éviter de perdre du temps et pour éviter un stress supplémentaire quand tu arrives au moment de la transition et tu trouves pas quelque chose, tu peux vite paniquer. C'est ça aussi la différence avec un triathlon. Parce qu'un triathlon, on essaie d'être le plus rapide en transition. Dans un Ironman, c'est pas forcément le cas. On essaie en tout cas de s'assurer que pour les longues distances, on est dans les meilleures conditions, tout en étant le plus rapide possible. Je dis pas qu'on traîne, mais on va quand même pas négliger. Bon, après ça c'est mon point de vue. Chacun son point de vue. Okay. Exactement. Ouais. Alors il y en a qui, je pense qu'ils le font le plus rapidement possible parce qu'ils ont sûrement plus d'expérience que moi et plus d'organisation, je ne sais pas. Après moi, c'est vrai que j'aime bien prendre mon temps. Pour partir dans la nouvelle discipline en étant vraiment bien dans mes chaussettes et puis partir sereinement. Bon. Après c'est vrai que à Hawaï, par après j'ai analysé un peu mes résultats et j'ai vu qu'en fait si tout simplement j'avais fait des meilleures transitions, j'aurais été le premier Suisse qui était devant toi, juste devant toi, tu aurais été le premier Suisse. J'aurais été le premier Suisse. Voilà. Mais bon, après avec des c'est un apprentissage. C'est un apprentissage et j'imagine que ce sera probablement pas ton dernier. On est vraiment un endroit mythique, surtout quand on y va la première fois. On a dit un programme chargé, une organisation très minutieuse. À ce niveau-là, comment ça se passe ? Est-ce qu'on se sent vraiment porté d'une adrénaline ? Est-ce qu'on voit les choses vraiment différemment ? Ou est-ce qu'on est vraiment libéré d'une certaine pression ? Comment ça se passe mentalement à ce niveau-là ? Ce qui est fou, c'est que contrairement aux autres Ironman, on arrive dans un petit village où il y a 3-4 jours avant où il y a quasiment rien. Et puis en 3 jours, il y a tout qui se monte, il y a une ambiance incroyable, il y a l'arche, etc. Et puis il y a des milliers et des milliers d'athlètes sur cette rue au bord de l'océan. Et il y a tout le monde qui court, tout le monde qui fait du vélo, etc. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. En une année, j'ai pu participer et aussi voir la course de l'extérieur. Ouais. Du coup, c'était sympa. J'ai pu vraiment prendre du plaisir le deuxième jour pour encourager les gens, etc. En plus, il y avait quelques personnes que je connaissais. Du coup, c'était vraiment sympa. Ouais.
Et puis j'imagine que vous êtes resté encore quelques jours après, donc toute cette euphorie est un peu retombée, on a tout empaqueté, toutes les arges ont disparu, et puis là tu retrouves un Hawaï peut-être un peu plus désert, avec un peu moins de monde. Ouais, alors complètement, ça change assez vite. Ouais. Ça change assez vite en 3-4 jours où il y a vraiment tous les athlètes qui commencent à partir, soit qui retournent aux États-Unis, soit qui changent d'île sur Hawaï. Et puis nous on a fait de même, on a changé d'île, on a été voir Honolulu, c'est la capitale hawaïenne. Et ensuite, on a fait une escale encore à San Francisco pour bien finaliser le voyage. Mais c'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment comme dans ces villages un peu balnéaires. On les voit même en Europe, proche de la Méditerranée. Généralement, ils sont balnéaires. On voit ces villages qui, généralement, tout le long de l'année, sont très vides. Il y a quelques âmes seulement. Puis, un moment de l'année, ça se remplit. Ça devient une fête populaire taille monstre. C'est bizarre de vivre ça, quand même. C'est spécial. De voir ça. C'est spécial, hein. C'est vrai, c'est spécial. Les habitants de là-bas réagissent assez bien à ça encore. Ils sont peut-être habitués. Ils sont habitués et d'une autre part, ils voient quand même des touristes arriver et quand même dépenser beaucoup d'argent entre guillemets pour eux. Ouais. Et du coup, c'est un business là derrière. Tu as parlé avec des gens sur place ? Des Hawaïens. Voilà, des Hawaïens, des gens comment ils voient les choses de l'extérieur, sur place, de voir un peu cette euphorie. J'ai pas eu l'occasion de parler directement avec eux. Par contre, j'ai entendu que il y avait un peu de tout, quoi. Il y en avait qui étaient hyper contents de cette manifestation et d'autres qui en avaient marre. Et puis, c'est un peu comme partout. Voilà. Tu n'es pas professionnel ou peut-être pas encore. Elle travaille à 60% à l'école du CP. Il y a une chose intéressante parce que ça sera le sujet d'un reportage qui sortira prochainement, c'est sur le sport à l'école. Là, on va sortir un peu du sujet principal, mais ça m'intéresse quand même. Le sport disparaît de plus en plus à l'école, ça c'est une réalité. Il y a de moins en moins de financements qui sont alloués au sport à l'école. Et puis, suivant d'autres modèles européens, on se rend compte que par exemple, si on prend la Finlande, on est plus porté sur le savoir bouger chez les élèves plutôt que leur apprendre un sport en particulier. Toi, de ton expérience maintenant de triathlète, tu as fait un Ironman, tu es allé à Hawaï, est-ce que tu partages justement ce genre de choses, c'est de comment on vit le sport avec tes élèves? Est-ce que tu en parles ou est-ce que c'est quand même très en dessous de Non, j'en parle. J'en parle dans tes cours. Donc tu en parles librement avec tes élèves? J'en parle librement, ils ont été très curieux, ils m'ont posé beaucoup de questions et du coup non, j'en parle complètement et je vante le triathlon, disons. On les pousse quand même à penser plus natation, plus vélo, plus course à pied, plus mouvement de base, plutôt que des jeux de balle. Ça, c'est ce que tu fais, quelque chose? Ouais, c'est toi qui détermine ton programme. J'essaie surtout de les motiver, disons. Donc c'est la motivation sportive. Parce qu'à l'école, c'est vrai que la motivation joue un grand rôle. Ouais. Alors, moi, j'ai quand même passablement de chance avec mes élèves entre les uns, les Diablerets, les Mosses, etc., où on a beaucoup d'élèves qui sont déjà affiliés à des clubs et sont motivés dans le sport. Donc c'est un peu plus facile pour moi, c'est clair. Mais ils sont intéressés à ce que je fais et puis voilà, j'ai pu vraiment leur montrer ce que je faisais, leur montrer des vidéos, des photos. Et voilà, ils connaissaient pas forcément l'Ironman parce que c'est vrai que pas tout. Bon, j'imagine à l'âge, c'est quoi, des enfants de 11, 12 et 15 ans. Ouais. C'est vrai qu'à un certain âge, ils sont pas forcément capables de gérer vraiment un effort sur la longue durée. Mais ça s'apprend et puis voilà, plus ils le découvrent tôt, mieux c'est. Ouais. Alors ça c'est la relation avec tes élèves, la relation avec les autres profs de sport, tu en parles aussi? Oui, j'en parle. Après, j'aime bien quand même faire la part des choses et pas c'est-à-dire non vraiment plus, ne pas tout mélanger. Voilà, je mélange pas tout. Il y a le professionnel et puis mon sport à côté. C'est deux choses différentes et du coup j'aime bien. Alors, je réponds volontiers aux questions. Je leur envoie quelques photos sans problème. Par contre, c'est vrai que je ne vais pas sans arrêt parler de ça et voilà, c'est deux choses complètement différentes. Mais est-ce que par exemple, ça change ta manière de voir les choses avant Hawaï, après Hawaï, ta manière d'enseigner le sport? Parce que ça, c'est intéressant aussi de savoir si vraiment on voit les choses différemment, des idées, ta propre expérience qui vient de plus en plus et du coup, tu as envie de la partager. Ça arrive, par exemple? C'est clair que ça nous donne des idées. C'est toujours un enrichissement de vivre les expériences que j'ai vécues. Ouais. Et puis voilà, sinon je change pas de manière d'enseigner
pour conclure, on va quand même dire qu'il y a une façon de transmettre une passion à ses élèves, et il faut que cette passion y soit, parce que sinon ça vide de son sens le cours de sport. Donc j'imagine que tu transmets une certaine passion du mouvement plus qu'autre chose. Ouais, alors complètement. Je pense que ils voient aussi que leur prof sportif fait des choses, alors pas des grandes choses, mais des choses qui sortent peut-être un peu de l'ordinaire. Un Ironman, c'est pas non plus quelque chose que tout le monde fait. Ouais. Et du coup, ça interroge et ça impressionne. Je sais pas si c'est le bon mot, mais ça donne une certaine légitimité. Voilà, exactement. Voilà. Florent Farara, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci, à bientôt.